cette semaine à Vidéo Terreur, le premier de 2 épisodes consacrés à la série Vendredi 13. Bonjour et bienvenue à Vidéo Terreur. Cette semaine, le premier de 2 épisodes consacrés à la série mythique de Vendredi 13, Jason Voorhees. Oui, on va en parler pendant 2 émissions. Toujours avec Jimmy Francard. Salut Jimmy. Salut Pierre, ça va? Oui, ça va bien. On va consacrer ce premier épisode-là à réfléchir sur Vendredi 13, la série dans son ensemble. Et la semaine prochaine, lors du prochain épisode, on va plus analyser chacun des 12 films faits avec ce personnage. Effectivement, on part avec ça? On part avec ça! Première question. Est-ce que c'est la plus grande franchise de tous les temps? Oui. Oui? Au niveau de l'horreur, là. Ben, tu sais, en fait, là, on va faire une distinction. Là. C'est pas en termes de nombre, parce que Amityville, là, actuellement, remporte la palme là-dessus de la franchise avec le plus de séries. On pourrait avoir un débat à savoir, tu sais, est-ce que Freddy serait pas plus important, mais... On n'aura pas ce débat-là longtemps que moi, je peux te le dire. Mais je pense que dans l'imaginaire collectif, là, pour l'impact culturel, je pense... Puis, tu sais, on a quand même 12 films. Là, pour à la fois le nombre de films, l'impact culturel, je pense que Freddy, là, je vais le mettre en bon deuxième. Fait que, tu sais, oui, Vendredi 13, c'est probablement la série la plus mythique là, de l'horreur. Là. Est-ce que c'est ce film-là qui invente aussi le genre de film d'horreur qu'on va qualifier de slasher, de tueur en série? Là? Non. On va avoir eu Letterface avant que... Oui, puis tu sais, même, je dirais, tu sais, mais Letterface, Texas Chainsaw Massacre, je dirais qu'il rentre pas confortablement dans la série nécessairement du slasher, mais tu sais, c'est débattable. Là. Okay. Mais mettons, tu sais, qu'on l'inclut, on aurait ça. Puis appelons ça la formule plus classique qu'on va aller avec Halloween. Donc, John Carpenter, en 78, lorsqu'il va réaliser Halloween, il va camper, je dirais, un peu la structure. Là, OK. Puis il y a plusieurs éléments de structure là, qui vont être utilisés là, pour Vendredi 13. Par exemple, le tueur un peu, je dirais, comme pas anonyme, mais qui est derrière un masque. Ça, si on va retrouver ça, ben oui, dans Texas Chainsaw Massacre, on va le retrouver aussi dans Halloween. Mais aussi, je dirais, dans Halloween nous a donné aussi, ben même encore là, si on revient avec Texas Chainsaw Massacre, c'est intéressant. La survivante, c'est une femme. Ouais. Dans Jamie Lee Curtis là, qui va jouer dans Halloween va être la première aussi, je dirais, comme femme forte qui va réussir à tenir tête. C'est un peu le facteur d'opposition là, au tueur. Ça va être récupéré là, avec Vendredi 13. Vendredi 13, même dans la science-fiction avec Alien aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Fait que tu sais, Vendredi 13 est beaucoup plus l'héritier spirituel d'Halloween là, que le précurseur en ce sens-là. Là. OK. Puis c'est intéressant parce que en fait, Sean Cunningham, là, qui est le réalisateur du premier, qui avait travaillé avant avec aussi Wes Craven sur La Dernière Maison sur la gauche, va l'avouer, là, quand on a vu le succès, parce qu'il faut se rappeler, Halloween, ça a été un succès là, monétaire, ça a été un succès de fans au cinéma, mais ça a été un succès aussi qui a rapporté énormément avec peu d'investissement. Il faut toujours garder ça en tête quand John Carpenter réalise son film. Lui, il ne sait pas ce que ça va donner. Là. Fait qu'il ne fait pas un film avec des intérêts nécessairement monétaires. Il veut créer l'œuvre qu'il veut créer. Mais le succès, ce que ça a coûté versus au rapport, ce que ça a rapporté,
La plupart des studios ont fait hey, OK, il y a quelque chose là. Puis c'est là un peu que souvent les réalisateurs émergents se disent peut-être que si je vais chercher, puis Sean Cunningham, c'était ça son idée, si je vais rechercher un peu la formule Halloween, est-ce que je suis capable, moi aussi, de scorer, là, d'aller chercher le jackpot? C'est un peu de ça que ça part, là. OK. Qu'est-ce qui explique la popularité de ce personnage-là? Parce que là, il y en a qui vont dire ouais, le masque de... Ouais, mais le masque de gardien de but, il arrive juste dans le 3. Donc, il y a d'autres choses là, qui nous a fascinés derrière cette histoire-là. Ben, tu sais, je pense que la fascination est à plusieurs niveaux. Tu sais, je dirais dans le premier, je pense qu'à l'époque, c'est quand même un film qui était comme épeurant. On est dans la même zone que Halloween. Tu sais, encore une fois, là, si on revient dans le temps, aujourd'hui, on peut trouver ça relativement soft. Mais tu sais, à l'époque, c'est un film, tu sais, d'ailleurs, tu l'as souvent mentionné dans l'émission, tu sais, toi, quand tu l'as vu quand tu étais jeune, tu sais, il y a de l'impact. Oui. Fait que là, tu sais, le premier, c'est un succès, je dirais, qui appartient à lui-même. C'est le premier film, ça pogne. Le phénomène des suites commence à apparaître tranquillement, où Halloween aussi va aller dans la même direction. Mais, tu sais, fait qu'on tente un deuxième. Les fans en redemandent, puis là, on est dans la période, là, un peu, ce qu'on va voir ici, le poche de patate, là. Ouais. Le masque d'hockey, effectivement, est pas arrivé encore. Puis, rendu au troisième, on va avoir le mythique masque là, de hockey là, qui va apparaître. Mais moi, je pense que la franchise de Friday the 13th, c'est au fil du temps qu'elle devient aussi, je dirais, quelque chose là, de plus grand que nature. Puis moi, je l'explique par deux choses. Puis en fait, c'est souvent là, je pense qu'à partir dans la série, on va avoir, je dirais, des problèmes. C'est au niveau, je pense qu'on comprend pas ce que les fans demandent. Tu sais, au début, on va dire, souvent les gens vont reprocher au Vendredi 13 en disant « Ouais, mais tu sais, il y a quelque chose d'un peu répétitif. » C'est tout le temps la même chose. Mais je pense que ça fait partie, en tout cas de la première, je dirais les 5, 6, 7 premiers. C'est cette espèce de formule-là répétitive qui est un peu aussi comme confortant. Ouais. Il y a quelque chose de réconfortant dans... Je pense que ça a été pour beaucoup de jeunes la plateforme de lancement de l'horreur. Tu sais, c'était assez déstabilisant pour te faire peur, mais pas assez pour... Tu sais, que tes pieds touchent encore dans le fond de l'eau. T'es pas en zone complètement inconnue. Puis le fait que la formule ait quelque chose d'un peu comme tu sais, on peut la prédire un peu. Il y a quelque chose d'un peu répétitif. C'est un peu comme la maison hantée ou les montagnes russes. Il y a un thrill, mais on sait quand même on sait un peu à quoi s'attendre. On s'en va, là. Puis moi, je fais un peu parallèle, parce que, c'est comme Star Wars, c'est comme Star Trek. Quand quelque chose dure dans le temps, ça devient aussi presque, je dirais pas religieux, mais il y a comme une vision canonique de ce que les choses devraient être, puis comment les choses ne devraient pas être. Ouais, quand les fans qui se mettent à décider, en fait, de ce que... On le voit beaucoup là, en ce moment avec les films de super-héros, entre autres. C'est très fan-base, puis avec Disney et tout ce qui sort sur Star Wars, justement. Là, Donc là, les fans, un peu, s'approprient ça, puis presque, ça devient, comme je dirais, presque des débats quasi religieux, où ça devrait être ceci, ça devrait pas être cela. Puis où je m'en viens avec ça, c'est... À partir souvent, bon, justement, moi, je vais faire une coupure à partir du 6e, là, on en reparlera plus tard, mais tu sais, à partir du 6e, les studios commencent à dire « Ouais, mais il faudrait innover. » Puis là, on va commencer à avoir plein de settings, là, tu sais, dans l'espace, à Manhattan et compagnie. Be kidding me. Oh, wow. He's been modified. Oh, you think? You guys might want to run. Puis c'est souvent à partir de cette période-là que, je dirais, les fans achètent moins. Mais justement, tu sais, à vouloir innover, je pense qu'on comprend pas que l'attrait, c'est pas tant dans l'innovation que dans le confort un peu de répétitif. Tu sais, prenons quelque chose d'aussi bête, la fête d'Halloween.
il y a un setting, qui est une structure qui est quand même prévisible. On va se maquiller, on va sortir, on va avoir des bonbons, on va retourner en manger, on va en manger trop, on va avoir mal au ventre, tu sais. Mais on aime ça. Mais on aime ça, tu sais. Puis les fêtes, c'est ça. Noël, je veux dire, il y a comme une structure qui est attendue. Puis je pense qu'on a perdu de vue ça un peu, que c'était quelque chose un peu comme... C'est comme le plaisir de réécouter un film, mais qui est nouveau. Exactement. Ouais. Puis moi, c'est pour ça que je pense que appelons ça la période plus classique, il y a une répétition qui les fans ont acheté, puis qu'après ça, on doit vouloir transporter ça, trop innover. C'est souvent là le problème. Alors que d'un point de vue artistique, on se dit, mais non, il faut innover, il faut aller ailleurs. Mais moi, c'est un peu la coupure que je fais, là. Comment ça a commencé tout ça? Tu sais, l'idée de base, là, c'est quoi? Parce qu'au début, on ne sait pas là, que ça va devenir une franchise aussi payante. Là. Ben, effectivement, c'est donc, tu sais, Sean Cunningham, il regarde un peu Halloween, il voit le succès, puis encore une fois, il dit, ben écoute, moi, je veux aussi avoir ma pépite d'or, là, ma poule aux œufs d'or. Tu sais, mais avec aucune idée que ça allait être le monstre là, que ça allait devenir. Là. Mais tu sais, on tente un film, on veut aller, tu sais. Puis tu sais, je reviens avec le Dernière Maison sur la gauche, tu sais, qui était quand même un film assez intense, brutal. On est plus, tu sais, dans des... plus crasse, dans le réalisme. Fait que tu sais, il y a une tentative de dire, on va donner de l'horreur un peu plus accessible, un peu comme justement Halloween, on vient à ça. Fait que le premier film, on est là-dedans. Là. On est vraiment. Puis on vise aussi un public clair, là, l'adolescent, tu sais, camp de vacances, etc. Puis, tu sais, puis même le titre... Voir des seins, tu sais, voir de la nudité, etc. Tout à fait. Ouais. Puis c'est pas étranger à Halloween. Parce que, tu sais, on va se rappeler avec les slashers, il y a eu un slasher à peu près pour toutes les fêtes. Là. Il y en a eu un pour Poisson d'avril, Saint-Valentin, bon, et compagnie. Fait que, tu sais, je suis pas sûr qu'on arrive à Vendredi 13 aussi vite si on n'a pas nécessairement là, eu Halloween. Parce qu'à chaque fois qu'il y a Vendredi 13, qu'on est un Vendredi 13, le monde font des références à on peut sortir le film un Vendredi 13. Tu sais, ça amène beaucoup d'affaires. Là. Puis tu sais, je pense aussi dans les influences qui sont un peu en background, le giallo italien va aussi avoir une influence parce que, tu sais, je prends un film là, de Mario Bava, là, Bay of Blood. On est très, très proche du deuxième. Même, il y a beaucoup même de meurtres qui sont identiques. Fait que je pense que le cinéma italien était quand même aussi en toile de fond. Tu sais, c'était aussi ce qu'on consommait dans les cinémas. Là. Il y a même, là, on va parler des films, on va plus en parler dans le deuxième épisode, mais il y a même eu une série de télé en 1987. Ouais, il y a eu, je pense que c'est 72 épisodes, là, si ma mémoire est bonne. Mon Dieu. En fait, c'est le producteur, là, c'est Frank Mancuso Frank Mancuso, lui, en fait, il a été présent là, à divers niveaux de production du 1er jusqu'au 7e. OK. Puis, justement, en 87, là, veut lancer une série télé parce que, bon, faut se rappeler aussi, là, je pense pas que ça s'est rendu au Québec, mais Freddy aussi a eu là, sa série télé. Puis il y a eu beaucoup quand même de séries télé là, dans les années 80 liées à l'horreur. Bon, bref, décide de faire une série télé, puis à un moment donné, on en vient à se dire, wow, et si on appelait ça Vendredi 13? Puis sur 72 épisodes, il n'y a pas de lien à Vendredi 13, la franchise, la série. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris comme un titre qui disait comme aux fans... le Vendredi 13, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Puis, OK, ça n'a pas de lien avec Jason. Absolument pas. pas. Alors que la série de Freddy, oui. Ouais. Mais là, en fait, c'est deux cousins là, qui ont une espèce de magasin. Puis dans ce magasin-là, il y a souvent des trucs étranges. Puis c'est un peu l'histoire de chacun des objets. C'est pas une série... Personnellement, j'ai trouvé extraordinaire. Il y a un épisode qui est intéressant là, qui va être fait par David Cronenberg. C'est probablement le meilleur épisode. Là. Mais fait que, on a utilisé beaucoup plus le titre de Vendredi 13 pour attirer un public que tabler sur la franchise. Là. OK. Puis on a fait aussi des jeux vidéo Vendredi 13. Oui, Nintendo en a lancé un aussi. À l'époque, encore une fois, là, les jeux étaient, là, je dirais, d'un réalisme douteux. Mais là, tu sais, actuellement, là, le jeu, je pense, qui a le plus marqué, c'est le jeu où il y a les campeurs, puis il y a un de la gang. Là, si vous jouez en ligne, vous allez être Jason. Là, vous allez poursuivre les campeurs. Fait que ça, je dirais, c'est un peu l'influence au niveau des jeux vidéo. Là. Quelque chose qui est marquant aussi dans Vendredi 13, puis je faisais allusion dans l'introduction, c'est la musique. Hein? Le petit... Puis là, il y a une histoire intéressante avec cette musique-là. Là. C'est pas anodin. Là. Non. Ben, c'est en fait le compositeur là, qui va rester, là, je dirais, pour la grande partie de la série, Harry Manfredini. Donc, Manfredini, lui, il s'inspire, entre autres,
de deux choses. Il s'inspire entre autres de jazz, et aussi d'Halloween. Puis ce qu'il veut aussi, un peu comme dans jazz, un peu parce que, tu sais, on revient à jazz, la musique va être très, très importante dans le film, là. Oui, puis psychologiquement, on va jouer avec cette musique-là, hein, parce que là, on fait la musique, le requin arrive, on va le faire une couple de fois, puis après ça, on va jouer avec les codes, on va avoir la musique, pas de requin, pas de musique, le requin, ça amène des sursauts, fait qu'on va jouer beaucoup avec ça. En fait, Manfredini va prendre à peu près la même démarche, sauf peut-être plus honnête, où lui, il va dire, en fait, moi, ce que je voulais, c'est quand un thème apparaît, musical, qui est associé au tueur, c'est vraiment le cas. Fait qu'il triche pas dans le premier là-dessus. Mais tu sais, encore une fois, la musique va vraiment être liée à soit des personnages ou amener des éléments de tension. Puis bon, là, tu faisais référence au bon vieux qui m'a maman, là. Ouais. En fait, si on se ramène dans le premier, là, où en fait Jason n'apparaît pas, c'est sa mère qui va être jouée là, par Betty Palmer. Hey, on vient de divulgacher quelque chose. Divulgacher, oui. Vous l'aviez pas vu encore? Puis, justement, là, si on se rappelle une scène dans le film, à un moment donné, là, c'est comme si, un peu comme dans Psychose, elle était habitée là, par un peu la mémoire de son fils. Puis là, on voit là, sa bouche qui dit « Kill her, mommy ». Donc, Manfredini s'est comme amusé à essayer de trouver un thème qui pourrait être comme associé au tueur. Puis dans une espèce de reverb box, là, ils vont enregistrer justement la phrase « Kill her, mommy ». Puis avec l'écho, ça lui a donné une espèce de qui roulait un peu comme en boucle. Fait que il a pris cet extrait-là, il a joué un peu avec, puis il a comme créé son thème à partir de ça, là, Kill Her Mommy, là, qui ma maman. Qui va être, écoute, je dirais, tu sais, c'est comme l'air, tu sais, c'est comme le passage musical qui va être comme associé au même titre que Jazz Halloween. Oui, oui. Il va devenir un passage mythique. Oh my God! Puis, tu sais, c'est une bande sonore qui est quand même intéressante. Il y a de la diversité, mais comme bien des choses, après ça, ben, elle va être récupérée au long là, de la série pour ramener, moi, je pense, encore une fois, un élément de confort. Oui. Comme quand tu commences un Star Wars, tu vas avoir... non, mais tu sais, ou quand tu commences une série, là, le générique du début avec la musique, c'est ça. Mais tu sais, Star Wars, tu veux John Williams. Oui, c'est ça. Tu veux pas du disco, tu veux pas du country, tu veux ça. Fait que oui, ça amène un élément aussi de continuité, puis encore une fois, ça t'immerge dans cet univers-là. Là. Puis c'était une époque aussi, les années 80, où pour la chanson du film, on faisait souvent appel, on le fait encore aujourd'hui, là, mais à des vedettes. Là, moi, je pense entre autres au Fat Boy qui avait fait une chanson pour un film de Freddy, et à Alice Cooper qui avait fait une chanson pour... The Man Beyond the Mask. The Man Beyond the Mask, mais je me rappelle plus c'est pour quel film, par exemple. C'est le 6e. C'est le 6e, ouais. J'aurais dit le 4e, tu vois. Ouais. Son album ça. Constrictor, là. Ouais. Ça, c'était monnaie courante. Puis l'image aussi qu'Alice Cooper représentait, parce que c'est un chanteur qui s'est beaucoup mis en scène au niveau de l'horreur, là. Ben, dans la série, dans le série de Jason, non, là. Tu sais, Vendredi 13, de mémoire, là, il y a eu ça. C'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. C'est tout. On a beaucoup plus tablé sur Manfredini pour garder, je dirais, une espèce de cohérence musicale. La seule exception, là, il y a eu une contribution avec, si on se rappelle, dans le 3, il y a comme une version un peu disco là, du thème là, qui va apparaître, qui a été un grand succès. Puis bon, quand on entend là, Manfredini, il va dire que c'est drôle parce que ça jouait dans une discothèque à un moment donné. Ah, ouais. Puis... Est-ce qu'on peut faire un lien entre le 5e film de Vendredi 13 et le 3e film d'Halloween? Oui. J'imagine que la question n'était pas là pour rien. Pourquoi? Ben, en fait, si on regarde, là, encore une fois, si on veut vendre des punchs, là, Halloween 1, on a Michael Myers, Halloween 2, on a Michael Myers, puis dans le 2, l'idée de John Carpenter, c'est on arrête ça là. C'est fini. Lui, il n'envisage pas qu'on va en faire pendant 40 ans. Ouais. Puis, sauf que l'idée après ça, avec Halloween 3, pour ceux qui ne le savent pas encore, là, qui arrivent en ville, là, Michael Myers n'est pas dans le film, donc... c'est une autre histoire. C'est ça, fait que assumé. Ouais.
Parce que il y a des gens qui sont encore frustrés après 20 ans, 20-30 ans. Faut en revenir. Faut en revenir. Parce que le film est pas mauvais, là. Il est excellent. Moi, personnellement, je pars avec sur une île déserte. Là. Ouais. Mais tu sais, Halloween 3, donc, l'idée générale de tout ça, c'était de dire, ben, tu sais, Michael Myers n'est plus là, mais à chaque Halloween, on voudrait sortir un film. Fait que, sortir de l'univers, mais toujours rester dans l'univers de l'Halloween. Donc, histoire sans Michael Myers, on arrive à Vendredi 13-5. L'idée, là, quand on parle du 4, là, on est dans Final Chapter, fait que l'idée, on arrête la série là. Puis ce qu'on cherche, en fait, c'est, tu sais, on veut pas tuer la poule aux œufs d'or non plus, là. Donc, ce qu'on va avoir, en fait, dans le 5e, c'est quelqu'un qui va, je dirais, qui n'est pas Jason, mais qui se fait passer pour lui, pour, je dirais, arriver à ses fins. Puis c'est encore là aussi, je dirais que ça a créé aussi une réaction chez les fans en disant, ben là, c'est pas Jason. Mais non, mais c'est vrai. Puis, fait que oui, le parallèle, en fait, c'est, tu sais, le pilier de la série dans ces deux films-là est absent. Sauf que, tu sais, je dirais, la petite différence aussi, il faut se rappeler que dans Jason arrive juste, en fait, dans le 2e. Fait que sur les 5 premiers, tu sais, il est là dans le 3-4, puis dans le 2-3-4, puis il est pas là dans le premier, puis il est pas là dans le 5e. On le voit dans la fin du 1 un peu sortir de l'eau, là, mais c'est pas mal rien, ça. T'sais. Là, encore une fois, là, on a une ambiguïté. C'est-tu un rêve, c'est-tu pas un rêve? Mais oui, fait que là, tu sais, je dirais que dans les deux cas, le lien qu'on peut faire, bon, au niveau de la présence, là, appelons ça de l'absence de la vedette, mais l'autre lien aussi, c'est commercialement, il y a une réaction des fans là, qui n'est pas nécessairement très favorable. Là. Ouais, mais en tout cas, on aime ça du nouveau, mais on veut que ça soit dans notre paradigme, fait qu'on reste souvent conservateur, hein? Puis là, ben, ça peut nous amener... Pensez juste au débat interminable là, mettons, des fans de Star Wars sur peu importe ce qui sort de Star Wars. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. T'sais. Je me rappelle, on a des débats méta-philosophiques sur des fois des films, puis tu fais, je pense qu'on exagère. Mais tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, je pense que c'est là que les producteurs, des fois, perdent de vue. À partir du 5e, où tu as une réaction, même du 3 pour Halloween, viscérale à l'absence de... Ce que tu comprends, c'est que les fans ne sont pas là pour l'innovation, sont là pour le confort un peu sécurisant d'une répétition. Ouais. Puis, encore une fois, c'est ça je pense qu'on perd de vue. On a parlé un peu tantôt, tu sais, des femmes fortes dans Halloween, dans Alien. Est-ce que dans la série Vendredi 13, il y a son lot de femmes fortes aussi? Ben, écoute, ça, c'est intéressant parce que, tu sais, oui, bon, je dirais l'horreur a souvent été un peu visée là, par plein de critiques, que ce soit féministes, religieuses, peu importe. Avec raison, en général. Oui, mais tu sais, je veux dire, ça a été quand même souvent un peu, mais sauf que, moi, ce que je dis souvent, c'est, je pense, des fois, on avait des critiques un peu sans même voir vu. Ouais. Tu sais, si on regarde particulièrement la franchise là, de Vendredi 13, le personnage qui ressort, c'est définitivement toujours une femme. Oui, le personnage fort, parce qu'encore une fois, tu sais, on n'est pas dans la femme qui ne fait que crier puis se sauver. On n'est pas dans les Scream Queens. Là. Non. On a souvent des personnages qui vont contre-attaquer. Tu sais, on va se rappeler dans le 2, entre autres, le personnage de Jenny là, qui étudie en psychologie, puis elle s'intéresse avec l'histoire, elle finit par connecter que, tu sais, dans le fond, Jason, c'est un enfant qui cherche encore sa mère, elle se fait passer pour elle. Tu sais, on a des personnages qui ont des ressources, des femmes qui ont des ressources qui sont, tu sais, fortes. Puis ça va être toujours un peu le facteur d'opposition, toute la série. Toute la série va se... Tu sais, on n'est pas nécessairement dans, tu sais, appelons ça le bien et le mal, mais tu sais, le bien prend la forme d'une femme qui va être, encore une fois, comme forte. Puis c'est sur ce regard-là, je pense, qu'on a mal lu nécessairement le... Ouais, mais je peux comprendre aussi que la lecture, des fois, elle peut être ambiguë parce que quand même, au travers de ça, il y en a 50 qui vont se mettre... ils vont montrer leur corps, leur nudité pour finir par mourir dans le fin fond des bois. On s'entend. Il y a aussi ce paradoxe-là. Là. Tout à fait. T'sais, sauf qu'au niveau, je dirais, si on y va avec ceux qui survivent, il y a à peu près 0 homme qui va survivre, les femmes. Tout le monde... En fait, personne ne survit, sauf ce personnage-là, je dirais un peu, là, qui devient un peu comme un archétype. Là. Ouais. Souvent, dans les films d'horreur, longtemps, on a pensé que ça avait une mauvaise influence sur les gens, sur les jeunes. On sait aujourd'hui que les études ont démontré que c'était pas vrai, là, mais il y a quand même eu on a pensé ça beaucoup de Vendredi 13. Oui, bien, justement, là, je pense que ce qui était nouveau, si on remonte dans le temps où, bon, je pense que les jeunes, les ados, les jeunes adultes ont toujours eu une certaine fascination pour l'horreur.
Mais je pense pas qu'on avait nécessairement goûté au fanbase, comme un peu tu vas dire. Là. Avec Vendredi 13, je pense qu'il y a eu une réaction de surprise de... c'est pas juste qu'on aime ça de même, il y a comme des fans puis une communauté qui se développe. Puis je pense qu'à l'époque, on se méfie un peu de ça. Là. Oui, puis c'est aussi un costume qui est facile à faire. Tu sais, je veux dire, là, faire un costume de vampire, il faut que tu te fasses des fausses dents, des affaires, le Leatherface, là. Hey, un masque de gardien de but, un couteau, ouais, c'est réglé, là. Non, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi dans la personnification qu'on pouvait en faire, de l'image qui était assez simpliste, en fait, là, qu'on pouvait reprendre un peu chacun chez nous, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en fait, c'est cette réaction-là un peu là, de méfiance là, qui va... Tu sais, Vendredi 13, je dirais, c'est probablement la série qui va être le plus visée par le MPA là, aux États-Unis, en fait, là, qui est l'organisme là, qui va mettre une cote sur les films, mais qui va aussi comme censurer. Écoute, je dirais, à un moment donné, ils en font presque une guerre personnelle. Là. Okay. Ce qui fait qu'il va avoir... tu sais, il va avoir de moins en moins de possibilités pour Vendredi 13 là, d'aller loin à un point, là, je dirais, quand on tombe un peu dans le 7e, je vais appeler ça un film édenté. Là, c'est un excellent film, mais on y enlève tout. Là. Dès qu'il y a une goutte de sang, Fait que, tu sais, il y a eu vraiment une guerre, je dirais, quasiment idéologique là, avec le MPA puis Vendredi 13, parce que c'était un peu l'idée. C'est eux autres, tu sais, comme Vendredi 13, ça représentait un peu la figure à abattre, puis on va s'attaquer au plus gros, on va en faire un exemple. Puis il y a eu beaucoup de ça dans Vendredi 13. Là. Une réaction quasi démesurée, alors que certains films d'action de la même époque avaient des ratings là, tu sais, beaucoup plus jeunes. Ils étaient backés par des studios aussi, puis... Tu sais, il y avait 2 poids, 2 mesures, en fait, souvent. Là. Ouais, aux États-Unis, c'est beaucoup ça. Là. Je te rappellerai que les œufs Kinder sont interdits, mais qu'à 18 ans, on peut aller s'acheter une mitraillette dans un Walmart. Bref, hey, merci Jimmy, c'est super intéressant. Fait que là, on a fait un peu le tour là, du mythe Vendredi 13 ou de la série de films. Et dans le prochain épisode, on vous laisse pas là-dessus. On va passer, on aura des anecdotes sur chacun des 12 films de Vendredi 13. Manquez-nous pas. On se voit la semaine prochaine pour la suite de Vendredi 13. Bonne semaine.